Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au projet Nuremberg. Le projet Nuremberg, c'est l'adaptation théâtrale des minutes des procès des médecins nazis qui ont eu lieu entre fin 46 et août 47. Adaptation sous l'égide de la faculté de médecine et de la faculté de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors c'est un projet passionnant à trois points de vue. D'un point de vue historique, puisque c'est la première fois que les minutes de ce procès sont traduites. D'un point de vue universitaire, puisque c'est une collaboration, je le disais, entre deux universités, la faculté de médecine et la faculté de droit. Et il est vrai que ces procès posent des problèmes de médecine, des problèmes juridiques et des problèmes éthiques. Et puis, projet passionnant aussi sur le plan de l'enseignement, puisque peut-être que cette adaptation théâtrale est aussi une nouvelle forme d'enseignement, et en tout cas unit très étroitement les enseignants et les étudiants. Pour en parler, Djali Hanan, bonjour. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes le doyen de l'UFR Simone Veil de santé. Marie-Emma Boursier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la doyenne de la faculté de droit, donc vous êtes les deux piliers de ce projet. Vous êtes à l'origine de ce projet, on va en parler dans quelques instants. Nadia Younes, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes psychiatre, vous êtes chef du service de l'hôpital Mignot à Versailles, et vous avez évidemment participé de près à ce projet. Élie Tillette de Clermont-Tonnerre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez adapté, qui avez écrit, vous avez joué aussi, vous allez mettre en scène ce spectacle qui aura lieu ce mardi 26 octobre à la faculté. Tout à fait. Alors, je ne suis pas tout seul. Il ne faut pas oublier quelqu'un de très important qui est Saratic, qui est avec Absolument. qui on a signé cette co-mise en scène et ce travail autour du procès. Absolument. Et vous allez nous parler de cette adaptation, évidemment. Et puis, en visio avec nous, Xavier Baoletti, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors, vous êtes professeur en biostatistique à l'Institut Marie Curie et vous êtes beaucoup intéressé, évidemment, à ces procès. Vous allez nous en parler. Et puis, deux étudiants, Lucas Leloup, qui est étudiant en droit. Bonjour. Et Charlotte Laurent, vous êtes étudiante en médecine. Et vous êtes depuis l'origine dans ce projet, je crois. Justement, on va aborder le premier thème de cette émission, c'est le procès des médecins nazis et évidemment, comment est né ce projet Nuremberg. Alors, Djali Hanan, je vais commencer par vous parce que je crois que vous êtes à l'origine de ce projet. Il y a eu un voyage en 2019 à Dachau, à Nuremberg, et c'est là qu'est née l'idée de ce projet. L'idée du projet, un peu avant. Non, l'idée du projet est née avant. Et en fait, c'est une aventure pédagogique avant toute chose qu'on mène ensemble depuis maintenant plusieurs années. Et avec l'idée d'essayer de transformer la façon dont on transmet le savoir à nos étudiants et dont on leur permet d'acquérir un certain nombre de compétences d'une façon, on va dire, un peu moderne et davantage centrée sur notre société. Et donc l'idée est de prendre des sujets importants de notre société et de voir au travers de l'histoire comment on peut contextualiser ces sujets et les appliquer finalement à notre vie de tous les jours et permettre à nos jeunes étudiants de construire, de façonner une approche sociétale. Et donc, pour eux, qui sont un moment important de leur vie aussi, c'est assez déterminant, à la fois dans la façon dont ils vont apprendre leur futur métier et aussi dans la façon dont ils vont finir par se comporter, on l'espère, au sein de la société. Donc, on avait commencé par la reconstitution du vote de la loi sur l'avortement de Simone Veil. Et on avait donc vu, avec cette première expérience, à quel point la mayonnaise prenait bien entre et les étudiants et les enseignants. Et ça a été une expérience tout à fait magnifique. Et puis ensuite, on a eu cette réflexion collective pour essayer d'établir une suite. Qu'allait-on faire ensuite? Eh bien, assez rapidement, la question du droit des personnes, du droit des patients est apparue comme un sujet très fédérateur. Et puis, du coup, la réflexion autour de la reconstitution du procès des médecins nazis, du procès de Nuremberg,
pratiquement 75 ans après que ce procès se soit déroulé. Voilà comment l'histoire a démarré. Et donc on s'est dit, avant toute chose, il est essentiel de faire ce voyage à la fois dans le temps et dans l'espace, en se déplaçant ensemble pour aller voir concrètement l'atmosphère qui peut régner dans ce camp de concentration, et puis au sein même du tribunal, qui existe toujours, et qui est toujours en activité. Et donc ce temps-là qui a été consacré... Oui, c'est vrai que c'est souvent des mots, hein, quand on dit Nuremberg, voilà, le fait d'aller sur place, évidemment, à Dachau et à Nuremberg, évidemment, ça change les perspectives. Ah oui, ça permet de visualiser, d'appréhender davantage la question, et ça a été, je crois, un élément qui a encore plus renforcé chacun dans la conviction qu'il fallait faire ce projet. Marie-Emma Boursier, justement, alors, en tant que voilà, doyenne de la faculté de droit, ce regard croisé des médecins et des juristes, c'est important. Oui, c'est essentiel. Alors d'abord, la transdisciplinarité, c'est essentiel avec toutes les disciplines, et dans toutes les disciplines. Et puis je crois que c'est la démonstration aussi du fait que le droit aujourd'hui est, comme il a toujours été, à l'articulation de tous les sujets de société. Et donc dialoguer avec les médecins sur des sujets qui ont cette dimension historique de formation, en effet, de l'esprit civique des étudiants, je crois que ce que ça leur apporte, c'est au fond le voyage, le dialogue, la confrontation, c'est un recul par rapport au contenu que l'on peut leur apporter, une mise en forme, et puis je crois un débat aussi entre eux, avec les metteurs en scène, avec les enseignants-chercheurs, et qui, je pense, leur apporte beaucoup en termes de maturité aussi. Je crois que ça fait partie aussi de notre rôle. Voilà. Charlotte Laurent, je crois que vous étiez de ce voyage. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Justement, vous êtes jeune étudiante. Vous êtes, je crois que c'est quoi, en 4e année, non? En 5e année. 5e année, pardon. Oui, donc c'était important pour vous d'être là-bas. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce voyage? Alors, la première partie du voyage, ça a été la visite du camp de Dachau, qui est en fait le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Et je me souviens de cette journée qui était une belle journée avec un beau ciel bleu, une belle journée de novembre, mais une journée très glaçante dans une ambiance très très silencieuse. Et on a vu plusieurs choses dans ce camp. Tout d'abord, en arrivant, une grande grille en fer forgé avec l'inscription le travail rend libre, qui était un slogan largement utilisé par les nazis, apposé devant la plupart des camps. Et puis, on entre sur une très grande place, immense place, où étaient en fait réunis tous les matins les prisonniers pour l'appel. Et c'était très bizarre de fouler cette place au XXIe siècle impunément, normalement. Puis après, découvrir des énormes baraquements en bois où étaient entassés des centaines de lits superposés où tout le monde dormait dans des conditions vraiment horribles. Et puis, à la fin, en fait, on a terminé par le crématorium, qui était vraiment difficile à voir avec toutes ces pièces en enfilade où, en fait, on a suivi le parcours, c'est-à-dire la première partie où les détenus étaient invités à enlever leurs vêtements pour aller prendre une douche, puis les fausses douches qui étaient jusqu'au carrelage comme des vraies douches, puis les 4 fours à la fin, c'était vraiment glaçant. Puis certains étudiants ont même, ça a été insoutenable pour eux. Et puis la deuxième partie du voyage, c'était la visite du palais de justice de Nuremberg, qui était donc l'ancienne capitale idéologique du Troisième Reich. Et c'est dans ce palais de justice, dans ce qui est resté des bombes, qu'ont eu lieu les célèbres procès. Et donc, la première partie, c'est un musée qui est très didactique, qui a été fait pour expliquer toutes les spécificités de ce procès hors norme, parce que c'était quelque chose qui échappait à tout ce qui avait été fait auparavant en termes de droit, il me semble. Et puis, à la fin de la visite, on arrive devant une petite vitre qui donne sur une salle qui est donc la réelle salle d'audience où ont eu lieu ces procès. Une salle majestueuse, très belle en fait, un peu plus petite peut-être que ce qu'on s'imagine sur les photos. Et cette salle d'audience d'ailleurs est encore utilisée aujourd'hui pour des procès, pour des colloques.
Donc voilà, tout ça, c'était très fort et ça a permis de bien poser les bases. Alors, revenons à ces procès de Nuremberg. Il y a le procès de Nuremberg qu'on connaît plus, qui est le procès des dignitaires nazis, qui a lieu dès 1945. Et puis, il y a ce procès des médecins. Je crois qu'il y a 23 personnes qui sont dans le box des accusés, dont 20 médecins. Il y aura plusieurs peines. Alors, il y a quelques acquittements. Il y a aussi 9 peines de prison lourde et 7 condamnations à mort. Alors, les minutes du procès, c'est énorme, non Younes, non? Oui, les minutes. Alors pour nous, effectivement, dans notre projet, ce qui était important, c'était de partir de ces minutes. Alors les minutes, ce terme, c'est ce qui a été dit, les paroles dites par le président, l'avocat, l'accusé. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans à ce moment, 46, 47? Et comment nous, maintenant, en les lisant en 2021, certaines paroles vont être datées, certaines paroles sont d'une actualité frappante. Et évidemment, beaucoup de paroles frappantes, d'actualités frappantes ont été gardées dans la pièce. Donc il fallait partir de ces minutes, et c'est 11 000 pages. Alors, qui n'avaient pas été traduites en français. Alors, déjà, elles n'étaient pas si facilement d'accès, ces minutes. Parce que quand nous sommes allés au tribunal de Nuremberg, nous avons demandé même les minutes en anglais. Et elles n'étaient pas présentes. Donc ça a été un peu un jeu de piste, entre guillemets, pour trouver déjà ces minutes en anglais. Effectivement, on pensait qu'elles étaient traduites. Le mémorial de la Shoah n'en avait pas trace. Dans l'université de Caen avait traduit une partie, mais pour le procès des dignitaires nazis, et pas le procès des médecins. Finalement, un enseignant de notre université, Olivier Pluhen, a trouvé les minutes numérisées sur le site de l'université d'Harvard américaine et accessible. Là, on a trouvé les 11 000 pages. 11 000 pages, 11 000 pages. Et alors peut-être comme ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que ce procès des médecins nazis, il intervient après le procès donc, des dignitaires, comme on dit. Il a lieu entre décembre 46 et août 47, voilà. Je crois, ce procès. Il s'inscrit dans une série de 12 autres procès. Donc il y a le procès des médecins nazis, mais on va aussi avoir le procès des juristes, le procès des militaires, etc. Donc c'est une série ensuite de 12 autres procès qu'on appelle les procès subséquents. Au fond, c'est ceux qui ont un peu mis en œuvre la solution finale, tout l'État dans la pratique, quoi, de ça. Donc ça doit être assez effrayant. Il y a une parole du procureur, je crois, enfin, dans ce procès, qui dit, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce que ces gens-là étaient des sadiques, voilà. Et il dit pas forcément, quoi. C'est des gens, d'ailleurs, on le verra dans la défense, qui vont prendre ou disent on a obéi aux ordres, c'est un peu ça. Mais il dit non, c'est pas tous des pervers, ce sont pas des hommes ignorants. Et la plupart d'entre eux sont des médecins qualifiés et certains sont d'éminents scientifiques. Quand vous lisez ça, professeur Hannan, évidemment, ça doit vous toucher. Bien sûr. Bon, encore une fois, on pense science comme étant au service de l'humanité, et non pas science comme étant destructrice de l'humanité. Et donc, la finalité de la recherche, qu'elle soit médicale ou autre, devrait être essentielle à tout médecin, à tout chercheur. Alors, la vraie question au départ, c'est, et quand on voit, par exemple, les personnes qui ont été acquittées, c'est la connaissance que pouvaient avoir certains de ces médecins-chercheurs, entre guillemets, de la finalité de leur recherche. Et donc, puisqu'ils ont été jugés et acquittés, on peut concevoir qu'effectivement, certains d'entre eux n'avaient pas conscience de la finalité des travaux qu'ils menaient et de ce à quoi ils allaient servir. Après, malheureusement, beaucoup d'autres avaient une parfaite connaissance de la finalité de leur recherche, et pire que ça, ils souhaitaient même pouvoir exceller dans cette recherche, oui, c'est ça, avec une finalité tellement morbide que ça en devient très angoissant. Quand on lit, alors il n'était pas au procès, puisque lui il a échappé à la justice, mais quand on lit le livre sur Mengele, par exemple, on s'aperçoit que d'abord c'était plutôt un bon médecin, mais comme souvent, souvent bon médecin et de bons pères de famille, oui, souvent par ailleurs, oui. Par ailleurs, mais que ça leur donne tout d'un coup cette possibilité de faire des expérimentations sur l'homme, une sorte de puissance à laquelle ils ne résistent pas, comme s'il y avait une croyance absolue dans la science, au fond, qui dépasse tout. Oui, pardon. Quelqu'un voulait intervenir, non? Peut-être ça. Non. Nadia Younes, peut-être, là-dessus.
sur ce sentiment de puissance, peut-être. Oui, le sentiment de puissance et puis de progrès. Enfin, c'est là que s'engouffre la place de l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir et comment l'éthique va limiter ce pouvoir ou mettre un cadre pour rester dans quelque chose de raisonnablement acceptable. Et effectivement, là, il n'y avait plus d'éthique. C'est pour ça qu'on a dit que suite à ce procès Nuremberg, c'est le titre. On en parlera tout à l'heure, parce que la naissance de la bioéthique, ce qu'on appelle la bioéthique, vient du procès de Nuremberg. Xavier Paoletti, il y a eu quand même énormément de victimes du fait de ces médecins nazis. Il y a eu énormément de victimes du fait de ces médecins nazis, notamment pour tous les programmes de sélection des sujets considérés comme étant inaptes. Néanmoins, dans le cadre de ce projet, nous sommes focalisés. Nous avons plutôt pris le parti de choisir une expérience où le nombre de décès est probablement limité, même si c'est assez terrible de dire ça comme ça, parce que justement, ça posait une question de l'expérimentation humaine sans tomber dans l'horreur absolue de l'élimination systématique. Et dans le cadre des patients dont des sujets qui ont été inclus dans cette expérience sur l'eau de mer, il y a eu probablement durant l'expérience aucun décès et probablement 1 ou 2 décès par la suite. Alors, oui, pardon. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de replacer aussi les choses dans ce contexte-là plus général. Et peut-être que Xavier pourra en reparler encore un petit peu dans un instant, parler un peu de la question de l'idéologie qui va être à la base de toutes ces expériences menées. Mais il faut savoir quand même que, alors c'est ce qu'ont écrit les historiens, que les médecins représentent un groupe professionnel extrêmement nazifié. Oui, la plupart sont membres soit du parti nazi, soit de la SA. Enfin, de la SS, ils sont de engagés, des quoi. Médecins nazis, et ça représente 2 tiers des médecins. Ce qui est énorme. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des choses à dire, Xavier, aussi, sur cette question de l'imprégnation idéologique Il y a sûrement une conviction de la part de ces médecins qu'ils œuvrent dans le sens du succès du Reich. Et on le voit dans les argumentaires de la défense, même si on ne peut pas exclure une mauvaise foi terrible, ils ont, je pense, comme beaucoup de scientifiques, la certitude que leur action scientifique sera bénéfique aux soldats allemands qui sont sur le front de l'Est, aux marins qui sont abîmés en mer, à un certain nombre de personnes. Et dans certaines remarques ou dans certaines intonations, on est surpris de voir à quel point leurs réponses sont décalées par rapport à l'horreur de ce qu'ils ont commis. Et qui laisse suggérer qu'effectivement, un certain nombre de ces scientifiques, et comme probablement énormément de scientifiques, quelle que soit l'époque, perdent un petit peu le sens commun. Professeur Hanan ? Oui, moi je voulais réagir à la question de la relation entre le médecin et le politique d'une certaine façon, pour dire que ce n'était pas une exception, le Troisième Reich. Depuis Hippocrate et depuis le début de la médecine a toujours été proche du pouvoir, soit utilisée par le pouvoir à des fins variées, soit parfois influençant le pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant et on le retrouve aujourd'hui. La présence des médecins dans les assemblées au Parlement est probablement un corps qui est très représenté. Oui, le ministre de la Santé est un médecin. Par exemple, par exemple, le sénateur Hurier, qui est à l'origine de la première loi en France sur l'éthique en recherche médicale, était néphrologue et médecin. Et si on en revient aux médecins nazis, il y a c'est peut-être un peu caricatural, ce que je veux dire, et donc comme toujours quand c'est caricatural, ça peut être mal interprété, je ne le souhaite pas. Mais il y a quand même eu 2 aspects différents dans l'action de ces médecins-chercheurs, entre guillemets, nazis. Il y a ceux qui ont œuvré pour faciliter l'extermination des Juifs. Il y a ceux qui ont œuvré, ou dont la finalité de leur recherche était de trouver la meilleure façon de faire. Et cela, honnêtement, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable. Ceux-là ont été pendus. Absolument. Et puis, il y a ceux qui ont œuvré ou qui ont travaillé sur des questions comme celle qui a été reprise dans la représentation théâtrale, où l'arrière-pensée était de dire, paradoxalement, c'était pour sauver la vie des soldats allemands qui se retrouvaient en mer. Et donc, il y avait une question clinique pertinente ou dont la finalité était plutôt de sauver des gens
que de provoquer l'extermination. Et c'est un peu ça qu'on retrouve dans le procès des médecins nazis. On voit bien que les juges ont fait cette différence entre ceux qui avaient véritablement mis leur savoir et leurs compétences pour une extermination diabolique, et ceux qui ont œuvré comme des médecins et chercheurs avec la finalité qu'a tout médecin d'essayer de soigner, de prévenir et d'aider les autres. Et même pour cette deuxième catégorie, quand même, le crime contre l'humanité, enfin on en Oui. reparlera, est retenu parce qu'il y a eu quand même une souffrance. Il faut c'est même rappeler, le voilà. 19e siècle, Moignet qui commence à poser les bases d'une justice pénale internationale pour lutter contre les crimes, contre les gens, qu'on appelle le droit des gens. Et puis Churchill redonne l'impulsion, enfin le traité de Versailles en 1919 essaye d'instaurer une juridiction pénale internationale. Et finalement, à l'initiative de Churchill et sous son influence, naît ce statut spécial du tribunal militaire international de Nuremberg. Donc c'est la première juridiction avec le TMI de Tokyo qui, en effet, crée les principes du droit pénal international, du droit des gens, de protection. Mais c'est ça qui est quand même dans ce procès vraiment intéressant, parce qu'on va créer les principes en même temps qu'on va juger. Absolument, on va faire émerger des notions clés de notre droit. Parce que l'importance de l'atteinte à l'humanité fait qu'on a considéré que c'était finalement des infractions immanentes qui existaient parce que le droit des gens justifiait la protection de nos caractéristiques les plus humaines, les plus intimes. Et puis on a des gens à juger. Et voilà. Oui, mais parce qu'en termes juridiques, on n'a théoriquement... pas toujours ça, sous la main, si je peux dire. Oui, c'est certain, mais il y avait quand même des obstacles juridiques forts qui étaient notamment liés à la rétroactivité de la loi pénale. Oui, absolument. La non-rétroactivité nous protégeant, nous, en tant que citoyens, d'un pouvoir exécutif trop intrusif ou arbitraire. Exactement, révélé, en fait. Voilà, il était immanent dans le droit pénal international et il est révélé, donc il n'est pas rétroactif, que ce soit le crime d'agression, le crime contre la paix ou le crime contre l'humanité. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Ça dit le consensus autour de ces atteintes. Alors on va passer dans un instant à l'expérience que vous avez choisie et que vous avez pour l'adaptation théâtrale. Un mot quand même sur la ligne de défense de ces médecins. En gros, c'est on a obéi aux ordres. Et bon, on peut penser que c'est une lâcheté absolue, mais en même temps, est-ce qu'on peut demander à des gens, des médecins, d'être des héros ? Alors, ou est-ce qu'il faut être un héros pour dire non ? Non, il faut être médecin pour dire non. Encore une fois... Ou il faut être médecin, voilà. Oui, c'est-à-dire que finalement, ce qui prévaut lorsque l'on est médecin, d'une certaine façon, c'est le serment d'Hippocrate. C'est la première référence à laquelle vers laquelle on se tourne. Et il dit assez bien les choses, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas œuvrer contre l'intérêt de la personne qui se confie à lui, quel qu'en soit le motif. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le secret médical qui permet justement à un médecin de ne pas révéler des choses sur son patient qui pourraient lui nuire, et ça, quelle que soit la contrainte, même s'il peut y avoir des dérogations de justice. Le droit l'organise aussi, c'est-à-dire que le droit pénal organise cette obligation de ne pas répondre à un ordre, que ce soit dans le cadre militaire ou plus largement dans le cadre d'un pouvoir exécutif contraignant, ce qu'on appelle l'ordre de la loi, le commandement légitime, qui exonère un militaire d'un acte qui serait illégal, à la limite près qu'un acte dit manifestement illégal ne doit pas être, un ordre manifestement illégal ne doit pas être respecté, sous peine d'engager sa responsabilité pénale. Donc la limite est là. Et au tribunal de Nuremberg, les juges ont bien explicité qu'un crime contre l'humanité ou toute atteinte révélée par ces infractions était manifestement illégal, et donc il ne pouvait pas y avoir d'exonération de la responsabilité, quelle que soit sa place et son lien de subordination dans la ligne hiérarchique. Individuelle de chacun. De toute façon, la responsabilité pénale est individuelle. Oui. Non, ce que je veux dire aussi, tous ces principes dans une démocratie, on voit bien comment ils peuvent s'appliquer. Dans un régime comme le régime nazi, c'est peut-être plus compliqué de dire non, je veux dire. Et c'est pour ça que la distinction que vous faisiez me paraît assez pertinente, parce qu'il y a en effet ceux qui participent à la solution finale, puis ceux qui se disent, peut-être, je ne sais pas, on pourrait imaginer, oui, je suis allemand, je défends les soldats allemands, quoi, en gros. Oui, c'est un peu... C'est en ça que le procès est absolument troublant, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place, on va en parler de notre Wilhelm Begelbock, qui est le médecin, puisqu'on est parti du général pour aller vers le particulier.
C'est-à-dire que sa ligne de défense, c'est « mais moi, j'avais un pistolet sur la tempe, ma famille était en danger ». Et c'est extrêmement troublant, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire « si j'étais moi ». Fait à sa place, ouais. Voilà, et c'est là où tout le travail de l'accusation est assez exceptionnel, c'est qu'elle remet en contexte en disant « vous aviez des solutions ». Et c'est ça qui est absolument troublant, parce que le procès n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir, un peu comme un film hollywoodien, des effets de manche. Il laisse dans la banalité du mal. Oui, c'est-à-dire que c'est évidemment Hannah Arendt, mais c'est troublant de le relire. Parce que ce sont des médecins, comme tu l'as dit, de très bons pères de famille, qui étaient de très grands médecins et qui avaient un grand sens de l'éthique. Et il y a aussi un poids qu'on sent, il y a dans les minutes du procès qu'on rejoue théâtralement, un personnage qui s'appelle le docteur Hans Eppinger, qui est une espèce de mandarin, le médecin qui était une espèce de génie, et tous ces étudiants, tous ces assistants sont fascinés par ce... Et donc, le médecin qui est jugé n'arrête pas de dire « j'ai obéi à mon professeur ». Qui était un grand médecin. Et qui s'est suicidé, et qui s'est suicidé avant d'être jugé. Oui. Mais ça, c'est extrêmement troublant quand on sait les systèmes de hiérarchie et les systèmes en disant ce type est le meilleur chirurgien, quoi. Donc je veux dire, il a raison, il faut le faire, etc. C'était pas qu'une obéissance. Il dit si le professeur Eppinger disait cela, ça devait être vrai. Enfin, c'est-à-dire c'en était quasiment une conviction, un peu une emprise. Thierry, pardon. Oui, dans les liens aussi. Leur système de défense qui est assez étonnant, c'est de dire aussi nous l'avons fait dans les meilleures conditions qu'on aurait pu le faire dans un hôpital. Ils vont jusqu'à cette horreur-là en disant voilà, on l'a fait de façon la plus correcte possible. Ils s'estiment être au fond un rouage au sein d'un système très puissant et on obéit aux ordres. C'est comme le dit Hannah Arendt dans le procès, le procès Eichmann. Au fond, on s'attend à voir une bête monstrueuse et puis on voit que le mal... Eichmann, c'est pas ça, c'est un fonctionnaire assez médiocre. Et oui, c'est un type assez médiocre, oui. Voilà, mais c'est comme ça que c'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Justement, je reviens à ce que disait de Clermont-Tonnerre. La force d'un professeur, par exemple, de médecine, par rapport à ses étudiants, quand vous avez vu ces procès, ça vous pose une question personnelle d'attention, il faut faire attention à ce qu'on se dit, à ce qu'on fait. Oui, ça pose la question de l'exemplarité. Oui, l'exemplarité. Oui. Parce que les étudiants, comment dire, agissent volontiers par mimétisme. Et ils cherchent le plus souvent à reproduire ce que leur enseignant fait. Oui, on a tous eu des professeurs qui nous ont marqués, quoi. Donc, absolument. Et donc, il positionne la référence, la norme, et effectivement ce que son enseignant déploie. Et donc, si la norme élaborée par l'enseignant débouche sur quelque chose de très mal, l'étudiant pourrait effectivement de se laisser, c'est presque de l'endoctrinement, et c'est en ce sens où ça n'est pas normal, c'est-à-dire que ce mimétisme, singer, reproduire ce que fait son enseignant, doit avoir comme limite le discernement du bien et du mal, c'est-à-dire de dire, oula, là il me demande de me jeter par la fenêtre, mais non, ça n'est pas raisonnable, je ne vais pas le faire. Et donc c'est cet élément-là qui est important pour nous, si on revient à la pédagogie, enseignants et doyens, d'essayer de développer au sein de nos facultés, de nous assurer que cette relation entre enseigné et enseignant reste bien dans un cadre éthique et déontologique. Alors on va revenir à l'expérimentation qui fait le cœur de cette adaptation théâtrale. C'est en effet, vous l'avez un peu évoqué, pour venir au secours soit de marins, soit de pilotes qui seraient seuls au bord de la mer et qui n'auraient plus que de l'eau salée Patrice, oui, ce qu'il faut peut-être aussi dire, c'est que c'est une expérience parmi de nombreuses autres. C'est-à-dire qu'il y a ces expériences-là, puis il y en a d'autres aussi où l'utilité, entre guillemets, apportée à la Luftwaffe, elle est peut-être un peu moins prégnante. Je pense par exemple à des expériences menées sur le paludisme, le typhus, des stérilisations de masse, des collections de 112 squelettes de déportés juifs pour étoffer la collection de la faculté allemande de Strasbourg. Donc voilà, on a quand même aussi un grand nombre
d'expérimentation. et nous, on en a choisi une, et Nadia va nous expliquer. Oui, des expérimentations qui se sont faites dès 1939 jusqu'en 1944. Et donc, effectivement, on en a choisi une, aussi parce qu'elle s'est passée à Dachau, puisque c'était important. Nous avions... finalement, il n'y a plus le lieu. On s'est posé la question, hein, le lieu reste non fixé dans l'espace de Dachau. Et donc cette expérience, c'est celle de ces naufragés, ceux qui n'ont plus d'eau potable, est-ce qu'ils peuvent boire l'eau de mer ? Comment peuvent-ils survivre le plus longtemps possible, le temps qu'ils puissent être secourus. Et donc, ils vont monter une expérience avec un protocole un peu pseudo-expérimental, avec cet objectif de voir quelle survie avec l'eau de mer, est-ce qu'il faut prendre des petites quantités d'eau ou pas du tout. Et puis, il y a deux méthodes qui s'affrontent avec un médecin, docteur Schaeffer, qui a réussi à rendre l'eau de mer potable, en enlevant les éléments toxiques, mais c'est très onéreux, ça demande beaucoup de fer, c'est pas forcément réalisable. Et un ingénieur, Schaeffer, qui, lui, n'enlève que le goût de l'eau, le goût du sel. Donc, ce qui est assez terrible, c'est que les personnes peuvent boire cette eau, mais avec énormément de conséquences sur la santé, jusqu'à des convulsions, jusqu'à la mort. Il y a 4 groupes, hein. Il y a 4 groupes, un qui n'a pas d'eau, un qui a de l'eau de mer, un qui a la méthode Berka, un qui a la méthode Schaeffer, avec un temps, ça avait été déjà fait sur 4 jours, sur des volontaires, ça avait déjà été fait chez les hommes. Les animaux ne pouvaient pas être utilisés, parce que c'est pas le même métabolisme, donc les expérimentations, et donc ils expérimentent sur 4 groupes de tziganes à Dachau, qui sont soumis, surtout ceux qui boivent l'eau de mer et ceux qui sont soumis à la soif, qui est terrible. Enfin, il en a conscience, hein, le docteur Willem Allengo. Il leur dit, vous allez avoir la soif, ça va être terrible. Mais vous êtes volontaire, c'est ça. On est dans un camp de concentration et toute la discussion absolument nauséabonde de la pièce est sur cette question du volontariat, avec évidemment l'accusation qui n'arrête pas de dire mais comment on peut parler de volontariat dans un camp de concentration. Et ça touche à des questions, par exemple, on a vraiment l'impression de 2 laboratoires pardonnez-moi l'expression, qui se tirent la bourre, Berka d'un côté et Schaeffer de l'autre. Et ça nous parle énormément aujourd'hui, puisque derrière, il y a quand même un énorme budget de faire la ration d'eau, de trouver la solution, et une économie. Et donc il y a aussi très concrètement, et ça résonne aujourd'hui, le fait qu'il y a 2... Schaeffer et Berka, qui vraiment sont il y a ceux qui ont des appuis politiques dans la SS, d'autres à d'autres endroits. Il y a aussi des enjeux politiques. Mais économiques. De 2 entreprises, aussi. Berka, il veut absolument que ça soit sa méthodologie qui soit prise par la Luftwaffe, parce que c'est un marché économique énorme à ce moment-là, dans une économie de guerre de celle du Troisième Reich. Donc c'est là où ce procès est absolument vertigineux, dans son écho contemporain, quoi. Le domaine, oui, dans lequel Xavier Paoletti, justement sur cette expérimentation. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils essayent de l'habiller à travers justement la recherche biomédicale telle qu'on pourrait la connaître maintenant, avec des groupes contrôle, avec une évaluation qui se veut la plus objective possible, avec des conditions expérimentales qui sont décrites. Quand on voit le rapport que Beckelbock envoie à ses supérieurs hiérarchiques, c'est assez glaçant. Alors récemment, il y a une dizaine d'années, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites, publiées dans des journaux médicaux comme le New England, disant que ces expériences, la côté scientifique de ces expériences était juste une fumisterie, mais on voit quand même, et c'est ça qui était passionnant, que derrière l'aspect expérimental, finalement, on peut faire passer des choses absolument horribles, qui sont de soumettre des gens à la soif, et comme le rappelait Nadia, le Beckelbock annonce à ces sujets que la soif est une des choses les plus terribles qu'on puisse endurer, et qu'on va devoir les enfermer, qu'on va devoir les empêcher de demander à boire, d'obtenir de l'eau, parce que c'est une pulsion vitale absolument horrible. Donc il y a derrière les aspects scientifiques, finalement, on fait accepter des choses absolument horribles, et je ne serais pas complètement surpris que
Willem Beckelbock soit convaincu effectivement d'avoir mené l'expérience du mieux possible parce qu'il suivait, il le redit à plusieurs moments, il suivait les règles de la recherche biomédicale, si on peut l'appeler comme ça, même si c'est totalement détourné. Mais voilà, il y a ce souci-là. Et juste pour faire un parallèle, il n'y a pas très longtemps, les gens se posaient la question de savoir si, pour pouvoir accélérer le développement de vaccins contre la Covid-19, il ne fallait pas infecter un certain nombre de volontaires avec un virus pour pouvoir obtenir plus de cas. Et on voit que rapidement, l'éthique entre dans cette question du protocole expérimental pour répondre à des questions scientifiques. Il y a parfois un combat, c'est ça, entre l'impératif scientifique et puis l'impératif éthique. Ils sont restés combien de temps sans boire Ça devait être 6 jours. 10 jours quand même. Non, 6. 6 jours. 6 jours. Ça peut être mortel? Ça l'est. Jusqu'à Ça l'est. à 12 jours, ils savaient que c'était mortel. D'accord. Mais donc, Avec des pathologies terribles, Oui, des qu'on ponctions jusqu'à du foie, c'est ça qu'on alors, effectuait. certains ont, effectivement, dans le protocole Oui. dont parle Xavier, certains ont eu des ponctions hépatiques. Il faut parler Alors, de la pièce maintenant. On va parler, voilà, on va Plus passer, beaucoup de temps. comme vous êtes formidable, on va passer justement à ce deuxième thème, c'est donc l'adaptation théâtrale. Alors, vous le disiez un petit peu, quand on fait une adaptation théâtrale, on passe du général au particulier, parce que c'est comme ça qu'on peut s'identifier aux personnages, en tout cas comprendre mieux leur psychologie. L'exercice, il est un peu périlleux, parce que déjà, ce procès, il écrase un peu. Il écrase parce qu'il... la fantasmagorie qu'on peut en avoir. Donc, on était très humble par rapport à cette matière. Et on a vraiment fait avec toute l'équipe, et je dis tout le monde, un travail à la fois de lecture, parce qu'il a fallu traduire ces 11 000 pages, et puis il a fallu faire des choix, je dirais, difficiles. Pourquoi plus cette expérience-là que celle-là? Pourquoi plus voilà, et des coupes. C'est-à-dire que je le redis, ce n'est pas le procès de Nuremberg des médecins nazis que vous verrez tout à l'heure. Non, c'est des extraits. Oui, ça dure 1 heure à peu près. Hein. Oui, ça dure 1 heure. Et donc, ce sont des choix qu'on a fait collectivement, suite à tout un travail dramaturgique qui a été très important, puisque les étudiants comme Sarah et moi, on a eu plein d'intervenants qui sont venus nous expliquer la différence entre le droit français et le droit anglo-saxon, puisque c'est un procès américain. Oui, c'est américain, oui. Puisque ce que je n'arrête pas de dire aux étudiants, il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire pour que vous ayez des chances, vous spectateurs, de comprendre ce qu'on est en train de vous raconter. Donc le premier travail dramaturgique, c'était de comprendre ce qui se disait, d'essayer de voir aussi les problèmes de traduction. On s'est beaucoup posé ces problèmes-là, parce qu'on joue une traduction, ce n'est pas en anglais qu'on joue, en français, donc comment on trouve ça? Et ensuite, on est parti donc d'un état des lieux, c'est-à-dire les premiers jours du procès, parce qu'il y a des discours importants des juges qui remettent l'historicité et surtout la conscience des Américains que c'est un procès extrêmement important, parce qu'il va poser, on va en parler évidemment, des règles de bioéthique, mais c'est un procès de vainqueurs. Et ça, il faut aussi le re-questionner, c'est-à-dire que ce sont les Américains qui disent... L'histoire est écrite par les vainqueurs. Exactement. Et là, on a des moments dans le procès assez étonnants, puisque la défense des médecins nazis, il y a un célèbre défenseur, Steinbauer, qui lui-même avait eu des démêlés avec les nazis, donc il a eu cette force aussi de défendre des gens qui l'avaient opprimé. Et ça, c'est un symbole de nos démocraties, être capable de donner n'importe qui, même à celui qu'on considère comme un monstre, une défense. Et ça, les Américains étaient extrêmement précis en disant... Il faut une défense, parce que les Russes voulaient fusiller tout le monde, les Français n'en étaient pas loin. Et oui, équitable. Et ça, il faut quand même le noter. Donc, il y a tout ce contexte. Oui, c'est un vrai procès, quoi. Un véritable procès. Et évidemment, on s'est amusé avec ce cérémonial-là. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, un procès, c'est un cérémonial, c'est une mise en jeu d'un moment. Il y a ce très beau mot du temps suspendu du jugement qui est dit. Il y a de très belles prises de parole à la hauteur de l'événement.
On sent que les juges, notamment le juge Taylor, est quand même quelqu'un qui a une hauteur de vue et qui sait qu'il est en train de faire quelque chose qui va résonner dans l'histoire. Donc on est quand même sur des paroles où je dis aux étudiants, il n'y a pas grand-chose à jouer, il faut être à ce qu'on dit et il faut essayer de vous le donner pour que vous l'entendiez et que ça résonne. Qui est un travail très difficile. Parce que on va peut-être en parler avec Lucas Leloup et Charlotte Laurent. Lucas, pardon, parce qu'on ne vous a pas encore entendu. Comment vous êtes arrivé dans ce projet et quel est au fond votre rôle ? Alors moi je suis arrivé dans le projet parce que j'avais déjà fait donc la reconstitution de la loi Veil il y a 3 ans et en fait du coup j'ai reparticipé dès le début de ce projet. Je pense que ce qui a été le plus difficile en tant qu'étudiant et ce qui est encore difficile, c'est la lourdeur des paroles qu'on doit prononcer, en particulier pour la défense, parce qu'on a quand même des discussions assez abjectes sur est-ce qu'un gitan est un asocial, par exemple, ou ce genre de choses, et c'est assez difficile à prononcer. Donc trouver le ton juste, comme disait Eddy, ne pas surjouer, vraiment trouver le bon ton, c'était quelque chose de très difficile. Et l'autre chose qui est aussi très difficile, c'est de réussir à retranscrire le sens, parce qu'on a une parole qui est continue sur plusieurs étudiants, qui provient de la même personne, et réussir à transmettre ce feu, c'était aussi un défi. Et je pense qu'on a réussi à le relever, en tout cas jusqu'ici. Charlotte, Laurent ? Oui, je rejoins totalement Lucas sur tout ce qu'il a dit. Et je voulais aussi ajouter que pour nous, étudiantes et étudiants, c'est très intéressant de participer aussi à ce projet théâtral sur le plan de l'éloquence et de l'hommage qu'on rend à ce thème, en fait, qui est très bien, très justement abordé par l'équipe pédagogique. Nathalie Wolf, justement, c'est une expérience pédagogique aussi. Oui, ça manquait, je crois, quand même, à la fois dans les facultés de santé et aussi de droit, de faire travailler nos étudiants sur la prise de parole. Médecins, infirmiers, sages-femmes, il n'y a pas que des médecins dans le projet, doivent prendre la parole, parler avec les familles, et nous, chez nos juristes, plaider parfois pour un certain nombre d'entre eux. Donc je crois que c'était vraiment important de mettre l'accent aussi sur ce travail d'éloquence et de le croiser avec la médecine, avec le droit. Mmh. Et c'est compliqué à mettre en scène au fond c'est pas des professionnels. On travaille toujours de la même manière, que ce soit des professionnels ou des étudiants ou des amateurs, sur être à ce qu'on dit, la notion de respiration aussi, d'arriver vraiment, l'articulation. Donc on est reparti sur je pourrais vous raconter sur des fondamentaux, on fait des échauffements, que le corps soit disponible, l'écoute aussi, qui n'est pas évident, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en train de parler que tu n'es pas en train de parler que tu ne joues pas. Souvent, tu vas éclairer celui qui parle. On ne peut pas penser que à ce qu'on va dire. Exactement, par ton écoute. Donc c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on a formé aussi un groupe qui mêle des étudiants qui, au départ de l'aventure, ne se connaissaient pas du tout et étaient sur des champs de connaissances assez différents, médecine, droit, et comment à un moment, chacun a apporté en fonction de... Parce que finalement, ce process, c'est une espèce de gouffre auquel on s'est tous penchés avec nos petits savoirs les uns et les autres. Et les étudiants nous ont aussi éclairés comme nous avons éclairé les étudiants. Et c'est ça ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire de réunir un groupe autour d'une question qui était ce procès, et comment on essaye d'avancer ensemble avec ce que chacun peut apporter. Et c'est ce travail. Moi, je suis assez enthousiaste de nature, mais c'est ce que je retiens de ce travail, indépendamment de la représentation de ce soir, qui est encore une autre aventure. Comment ça va être... comment la représentation, c'est ce soir à 18h. C'est où À 18h. Faculté de médecine. La faculté de médecine. Ça sera capté. Une captation. Il y a une captation qui va être... Parce que c'est un peu triste que ça ne soit joué qu'une fois. Ah non, mais c'est pas... Là, c'est une première représentation pour tâter le terrain avec nos producteurs, pour voir comment les étudiants vont réagir. Et après, c'est une tournée internationale. Vous me rassurez. Ah, mais bien sûr. Non, mais il y a vraiment l'idée que c'est une première étape. Non, voilà, c'est une étape. Et qu'après, ça fait partie du projet. On choisit souvent un lieu très emblématique par rapport à notre question. Et il y a surtout une chose qu'il n'y aura pas ce soir, qui est très importante, c'est qu'il y a un débat avec des personnalités, parce qu'il est absolument nécessaire, quand on travaille sur cette matière-là, de donner la parole à des gens qui l'éclairent, qui la remettent en contexte, qui nous aident à mieux la comprendre. Donc ça fait vraiment partie d'une deuxième étape. Donc c'est une première étape. Exactement. Voilà, je suis rassuré. Voilà. Alors on va passer peut-être au dernier thème, puisque on le disait, Nuremberg, c'est la naissance du crime contre l'humanité, c'est aussi la naissance de la bioéthique.
J'ai pas dit de bêtises, je passe sous votre contrôle. Alors, c'est quoi la bioéthique, justement? Demandez plutôt. Non, parce que. Ce que vous disiez tout à l'heure et dit, c'est-à-dire qu'on a fait croire, enfin, on a dit dans le procès, certains disent que c'était des volontaires. Hein. Or, c'était pas des volontaires, mais la question de la volonté et du consentement, elle est centrale. Elle est centrale. Et ce qui moi, me fascine d'une certaine façon, c'est que cette position, ce consentement aux soins de la personne, elle est placée au centre par Hippocrate. 3e siècle avant Jésus-Christ. Dans le serment, par exemple. Dans le serment, dans le corpus hippocratique. On retrouve vraiment ce fondamental, c'est-à-dire que je ne dois en aucun cas nuire à mon patient. Et puis, il va s'écouler beaucoup de temps, et il faudra des histoires très tristes, comme celle de l'extermination des Juifs et des médecins nazis, pour qu'on voit apparaître dans le droit international, dans les textes modernes, on va dire, qui régissent la santé ou d'autres, cette notion du consentement, d'abord dans la recherche. Il y a le code de Nuremberg, puis il y a eu la déclaration d'Helsinki quand même en 1964. Et puis ensuite, on voit apparaître, probablement la France a été dans les pionniers. Je pense que la loi Hurier en 88 est probablement l'une des premières lois en Europe qui consacre cette notion. Mais juste pour terminer, J'ai une question après à vous poser. C'est que, donc 88, donc vous voyez, il aura fallu longtemps pour qu'on introduise ça dans le droit pour la recherche médicale. Et curieusement, il faudra attendre la loi Kouchner, 20 ans après quasiment, pour introduire la notion de consentement aux soins. C'est-à-dire de dire, ben non, un soignant ne peut pas toucher un malade et imposer un soin à une personne si la personne n'est pas d'accord. Mais je pense que ce qui est notable, c'est que la médecine a la parole en premier, parce qu'au fond, le droit ensuite est rattrapé par ces questions, interrogées, les juges suprêmes sont interrogés, et au début, ils ont été très réticents à se prononcer, donc on a consulté la Cour de cassation, les gouvernements ont consulté des comités éthiques, puisque c'est une question sociétale, pas une question juridique, et après, le droit intervient pour essayer d'accompagner, au fond, et on le voit là, de façon depuis plus d'une vingtaine d'années. Historiquement, avant Nuremberg, la question de l'expérimentation sur l'homme, elle est pas traitée? Il existe des règles coutumières communément acceptées, mais il n'y a pas de cadre juridique. Nuremberg, c'est vraiment le premier cadre international et universel. Il y avait des expériences sur l'homme dans l'histoire de la médecine. Dans les expériences célèbres, Pasteur, qui s'arrête de la de la rage, par exemple. Et donc, vous voyez, cette notion... Alors, on retient souvent que les bons côtés, peut-être. Oui, bien sûr, mais cette notion... Vous voyez, cette notion qu'il faut tester sur l'homme pour faire avancer la science est une notion qui, du point de vue médico-scientifique, est tout à fait pertinente. Oui, et c'est on ne peut pas mettre... Enfin, on a eu tout ce débat avec l'ARN messager, où il y a plein de gens qui disent « Mais comment on a mis sur le marché quelque chose qui n'a pas été testé sur l'homme, justement ?» Oui, mais et le danger, pour moi, c'est qu'il ne faut pas demander aux scientifiques d'établir ce qui correspond finalement aux limites et au périmètre de la recherche. C'est à la société de le faire. C'est à la société de voir ce qu'elle ce qu'elle veut accepter ou pas pour faire avancer la science et la science médicale, et donc pour faire avancer in fine la finalité globale de la science médicale, de la recherche médicale, c'est de faire avancer et d'améliorer le bien-être des gens, au-delà même de la santé, d'allonger l'espérance de vie, de vivre avec une bonne qualité de vie. C'est ça la finalité globale. Et donc les règles, c'est bien à la société de les fixer et pas aux scientifiques. Si on prend un champ tout à fait récent, qui est celui de la chirurgie des gènes, le fameux CRISPR-Cas9, en barbarisme médical, qui a valu à une Française, Emmanuelle Charpentier, le prix Nobel de médecine. Il y a 1 ou 2 ans. Mais comme elle le dit, si elle était restée en France, elle n'aurait jamais pu mener ses travaux de recherche. Et donc aujourd'hui, ces travaux de recherche qui ont été menés à un moment où la réglementation française avait borné la recherche médicale
pour empêcher ce type de recherche, vous voyez que c'est très compliqué, parce que C'est très compliqué. elle est partie du coup aux États-Unis pour pouvoir mener ses recherches, et qui aujourd'hui représente une avancée fondamentale pour la santé, et non seulement la santé humaine, mais aussi la santé animale. Et on va aller dans un monde où ces questions vont de plus en plus se poser, je suppose, non? C'est extrêmement fragile aussi, parce qu'il y a quelque chose qui, dans notre découverte, qui était extrêmement troublant, c'est que la médecine allemande, avant le deuxième conflit mondial, est la médecine qui se pose le plus les questions de consentement éclairé du cobaye, etc. Celle qui est la plus avancée, La plus finalement, avancée, paradoxalement, c'est-à-dire c'est terrible. qu'il y a un oui. livre qui Oui. fait date, voilà, et qui pose tout ce qui va être la loi de bioéthique d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tout ça est extrêmement fragile et qu'il suffit qu'il y ait je dirais un environnement politique qui remette ça en question pour que ça disparaisse en même pas 1939 jusqu'en 1943. Donc, ça, c'est vertigineux de se dire que toutes ces questions, elles sont voilà, extrêmement délicates, fragiles, à re-questionner en permanence, et qu'en effet, c'est une décision avant tout de la société pour borner le scientifique quelque part, ou en tout cas pour l'encadrer, ça c'est sûr. Et quand vous dites les recherches étaient possibles aux États-Unis et pas en France, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une décision un peu internationale sur ces thèmes-là? Parce que si on peut trouver toujours ailleurs ce qu'on ne peut pas faire quelque part, il y aura toujours des apprentis sorciers. Alors, ce n'était pas le cas dont vous parliez, mais... Il existe des textes internationaux, la déclaration d'Helsinki en est un, et c'est vraiment un fondement important de la recherche biomédicale. En Europe, il existe un règlement européen sur la recherche clinique sur les médicaments et produits assimilés. Donc il y a des textes internationaux. La difficulté, moi, me semble-t-il, principale, c'est quand même celle du consentement. Parce qu'il y a plein de sujets dans le consentement éclairé d'une personne. C'est jusqu'à quel point il est éclairé et que faire des personnes pour lesquelles, malheureusement, le consentement n'est pas possible. Donc, ça veut dire, prenez la maladie d'Alzheimer, prenez la démence. Si on atteint la maladie d'Alzheimer, par définition, il est difficile de consentir de façon éclairée. Alors ça veut dire qu'on bannit toute recherche dans la maladie d'Alzheimer, et donc on se prive de toute avancée dans la prévention, le traitement et la guérison de cette maladie. Donc c'est là où il y a des choix de société à faire. C'est à la société de décider si on y va ou si on n'y va pas. Sachant que parfois le consentement ne suffit pas. Dans la question de l'euthanasie, on se retrouve face à la situation où il y a un souhait ou une volonté de la part de l'individu et que la loi limite cette possibilité. Et puis le moment du consentement et le moment de l'acte ne sont pas toujours, pas toujours liés. Donc ça pose des problèmes. Est-ce que, d'une façon générale, mais c'est une question plus philosophique que je pose. Est-ce que, quand la science permet quelque chose, on n'est pas tenté finalement d'y accéder? Le droit français, pour l'instant, ne dit pas ça. Oui, non, il ne dit pas ça, mais est-ce que finalement... Mais ça pousse, je pense que ça pousse les évolutions... Moi, je pense qu'il y a au moins un exemple qui vient à l'esprit où, finalement... La volonté de la grande majorité de la communauté scientifique a devancé le droit qui maintenant existe, qui est la notion de clonage. Ouais. Le clonage, ça va faire bientôt presque 30 ans que la brebis Dolly a été clonée. Et donc vous voyez que la médecine, la science aujourd'hui rend tout à fait technologiquement possible le clonage humain. Oui, on sait faire, oui. Technologiquement, c'est possible. Mais vous voyez bien qu'en pratique... on ne le fait pardon. Oui, pardon. Et en 2004, le Code pénal introduit une infraction de clonage reproductif qui est interdit par la loi. Donc il y a une réaction, au fond... Et la loi bioéthique elle a été précédée, elle a été précédée dans la littérature médicale. De très nombreuses sommités médicales se sont prononcées par des éditoriaux dans des grandes revues en disant non, attention, là on atteint des limites que la science ne doit pas franchir, et donc ça a permis de devancer le droit.
Il y a un risque de privatisation quand même de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens milliardaires, etc., qui vont avoir recours en dehors des lois c'est aussi un des risques. On est malheureusement, on arrive Ça y est. Malheureusement, on serait resté des heures avec vous. Mais alors, on va renvoyer déjà à ce qui se passe ce soir à 18h, à ce qui se passera. Il y a la captation, donc j'espère qu'on pourra. Voilà, et puis surtout dire qu'ils sont quand même. Combien on a d'étudiants sur scène ce soir 25. On a 25 étudiants, donc voilà, il y a du monde. 300 spectateurs déjà. 300 spectateurs, c'est une grosse production qui va avoir lieu ce soir. Ce soir, et il y aura, et ce n'est qu'une première étape, c'est ce que j'ai retenu. Merci infiniment à tous. Peut-être Merci, un conseil de lecture. Un conseil de lecture, on ne peut pas s'en empêcher. Mais faire non. référence quand même Vous à êtes cette là. envie de lecture. Bien sûr, un livre sur lequel on s'est beaucoup appuyé, qui s'appelle Le procès des médecins de Nuremberg, de Bruno Alioua, qui est lui-même médecin, et qui permet, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, d'approfondir ces questions, les différentes expérimentations menées, et puis ce que deviennent aussi ces différents accusés, etc. Voilà, et puis c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a en effet l'histoire, il y a en effet le problème du droit, le problème des médecins, et puis tous les problèmes de la société à venir, quoi. Merci infiniment. Merci aux étudiants, merci à Xavier Paoletti. Pardon, on vous a peut-être pas assez donné la parole, mais on aura l'occasion peut-être de revenir sur tous ces sujets. Merci infiniment. Merci Patrice.